Tous ceux qui nous ont permis d'atteindre le palier des 11% et potentiellement le dépasser. Je pense justement à ceux qui nous ont rejoints dernièrement. Je pense à Alban, merci. Dada, merci 2 fois. Nicolas, merci. Cameron, merci 3 fois. Parce que Cameron, c'est le bootcamp. Cameron, c'est également la bibliothèque de base. Et Cameron, c'est un contributeur qui a choisi ici de contribuer en supplément sans limite. OK? Donc, merci à tous ceux qui nous permettent d'atteindre ici le palier des 100%. Et voilà, permettez-nous de gagner du temps le plus rapidement possible afin de pouvoir faire bénéficier la communauté dans son ensemble. Donc, aujourd'hui, vous savez que tout est financé par la bibliothèque de Prompt. On en parlera encore aujourd'hui parce qu'on va en utiliser un, par exemple, qui fait partie ici de la bibliothèque de Prompt Premium. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de qui plutôt? On va parler de Paychecks. OK? Donc, il y a 2 chiffres. Je dis bien 2. Dans les résultats de Paychecks qui ont été publiés, qu'on a publié à peu près il y a disons, il y a moins de 48 heures, il y a 2 chiffres qui ont été publiés cette journée-là qui semblent se contredire. Et selon moi, ok? De toute façon, c'est selon moi, c'est moi qui fais la vidéo, ok? Donc, l'écart entre les deux contient une information, l'information la plus importante que le marché n'a pas su lire. Pourquoi je dis que le marché n'a pas su lire cette information-là? Enfin, tout simplement parce que le jour de la publication des résultats, on a ceci. Donc, on quitte d'un prix à 98, on se retrouve à un plus bas à 92, et là, on revient, on clôture à 96. Aujourd'hui, c'est un peu différent, etc. Mais quand on publie des résultats pareils et que le marché fait ce genre de yo-yo-là, ça veut dire que il se dit, bof, ces résultats ne sont pas intéressants. Mais moi, je pense le contraire. Pourquoi? Donc, comme je l'ai dit, c'est ce qu'on va avoir tendance à regarder aujourd'hui. Donc, 2 chiffres. Le premier chiffre, c'est lequel? C'est 17%. 17%, c'est la croissance du chiffre d'affaires de Paychecks. Croissance du chiffre d'affaires de Paychecks sur l'ensemble de l'année de son exercice fiscal 2026. J'ai bien dit son exercice, pas l'année 2026, parce que son exercice est décalé. Donc, sur l'ensemble de son exercice fiscal 2026, terminé à la fin du mois de mai. 6,5 milliards de dollars ici de revenus, un résultat opérationnel ajusté en hausse de 19% et un bénéfice par action de l'or ajusté ici de l'or de 5,51 $, en progression ici de 11%. Par n'importe quel standard, c'est une excellente année. On va le dire que c'est correct. OK? Deuxième chiffre, 5 à 6%. C'est la fourchette de croissance que le management a à peu près fixée pour l'exercice fiscal, ou bien pour son exercice fiscal 2027 qui vient juste de commencer. Comment on peut quitter de 17% en l'exercice 2026 pour s'attendre à 5 à 6% pour 2027? Je dézoome un tout petit peu. Au moins, ça nous remet les choses dans le contexte ici. Qu'est-ce qu'on fait? On met all, boom. Vous voyez ceci? On voit ici que c'est une entreprise en croissance, machin. Mais comment on peut quitter de 17% à 6%? Généralement, quand c'est le cas, vous comprenez que l'entreprise en queue de ralenti, nanani, nanana. Bref, vous connaissez la chanson. Ça, c'est le raisonnement de surface. Mais on va aller regarder un tout petit peu plus bas. Donc, on voit que l'action, le jour de la publication ici, comme je l'ai montré tantôt, le marché n'a pas trop apprécié cela. Mais le marché égale opportunité. On est là pour se servir de lui. On n'est pas là pour être des serviteurs du marché. Non. Le marché est notre serviteur. Ne l'oubliez pas, c'est nous qui fixons le prix. Donc, la réaction intuitive est compréhensible quand on a une baisse pareille parce qu'on s'arrête au premier chiffre, on dit « Ah non, guidance a été réduite, etc. » Mais c'est précisément là où l'investisseur, qui lit trop vite, commet une erreur fondamentale. Parce que ces 2 chiffres ne décrivent pas le même business. Ils décrivent 2 états différents dans une même entreprise, séparés par une transaction de 4,1 milliards de dollars. Je mets ça ici. Bim badaboum. OK? Globalement, dette comprise. D'accord? So, pour comprendre ce que cet écart révèle vraiment, il faut tout d'abord comprendre comment est-ce que cette compagnie gagne de l'argent, comment est-ce qu'elle gagne sa vie. Bref, c'est toujours la première question qu'on pose. Qu'est-ce qu'elle fait précisément? Est-ce que je comprends ce qu'elle fait? Est-ce que ce business m'intéresse pour aller en profondeur? Donc, Paychecks opère dans ce qu'on appelle le HCM. C'est le Human Capital Management. En clair, c'est tout ce qu'une entreprise doit faire pour payer ses employés, gérer leurs contrats, administrer leurs avantages sociaux, traiter les déclarations fiscales et respecter les réglementations du travail. Vous pensez que c'est facile? J'ai un tout petit peu travaillé dans ce domaine et je vous assure que je comprends pourquoi les entreprises délèguent. Donc ce service paraît banal,
jusqu'au moment où l'on réalise que la paie d'un salarié américain, ici, vu qu'on parle de paycheck, implique des calculs de cotisation fédérale, étatique et locale qui varient selon 50 États et des milliers de juridictions fiscales différentes. Personne ne fait ça seul. On le délègue généralement. Donc, switching cost, boum, très élevé. So, Paychex s'en charge à peu près pour 800 entreprises clients. 800 entreprises, enfin, pas 800, excusez-moi. 800 000, exactement ça. Donc, 800 000 entreprises clientes. Donc, l'entreprise calcule et verse la paie d'un employé américain du secteur privé sur 11. Ça donne à peu près 9% par là. Donc, 9% des employés du secteur privé américain sont à peu près, je ne dirais pas sont payés par Paychex ou bien reçoivent un service de Paychex, mais bref, c'est à peu près ça. Vous comprenez ce que je veux dire. OK? Mais autour de cette colonne vertébrale, Paychex a construit une suite de services complémentaires, comme d'habitude. Et je vais m'arrêter là quelques minutes. Vous voyez maintenant que l'air est à la complémentarité, l'air est au bundle. On rajoute des éléments, des strates supérieures afin que le switching cost soit de plus en plus élevé. Parce que Paychex a construit une suite de services, comme je le disais, complémentaires avec, par exemple, la gestion RH, le recrutement, la formation, les assurances, les plans de retraite. Donc, plus un client active de modules, plus son coût de sortie augmente. C'est un modèle conçu pour être difficile à quitter. Donc, c'est un modèle où le switching cost est très élevé. Quand on dit que switching cost est élevé, pricing power, c'est l'un des meilleurs avantages concurrentiels. Donc, ce modèle produit deux types de croissance qu'il faut absolument distinguer. La croissance organique, même pas liée uniquement à ce modèle-là, mais toutes les entreprises, quand vous voyez de la croissance, posez-vous une question, enfin deux questions, organique et inorganique. Quand on parle d'organique, revenons sur Paychex, c'est-à-dire l'acquisition de nouveaux clients, la montée en gamme des clients existants et la progression des prix. Ça, c'est organique. Et la croissance par acquisition ici, c'est-à-dire ici le rachat d'un concurrent avec sa base de clients intégrée dans le bilan en une seule opération. Ça, c'est la croissance par acquisition. Et faites attention, la croissance par acquisition est l'une des plus difficiles à faire littéralement. C'est facile pour acheter, mais c'est difficile pour intégrer. Prenez l'exemple d'Atos. Donc, ce sont deux choses fondamentalement différentes. Et c'est précisément la distinction que le marché a brouillée lors de la publication des résultats. Paychex a acquis Paycor le 14 avril 2025, cette acquisition, OK? 14 avril 2025. Et pour à peu près 4,1 milliards de dollars en numéraire globalement. Paycor était un concurrent HCM spécialisé. C'est important ici. Paycor était un concurrent HCM spécialisé ici dans les entreprises de taille moyenne avec une clientèle plus grande, plus complexe et générant plus de revenus par compte que le client type de Paychex. 49 000 clients à l'acquisition, 2,7 millions de salariés couverts, une plateforme technologique orientée vers ce qu'on appelle le mid-market. À la fin de son année fiscale 2026, donc en full year 2026, enfin le full year 2026 ici, de Paychex constitue la première année où Paychex consolide les revenus de Paycor dans ses comptes. Et ce que les résultats montrent sans ambiguïté, c'est que Paycor implique la quasi-totalité de l'écart entre les deux chiffres. 17%, 5 à 6%. Dans le segment Management Solutions, qui représente l'essentiel du chiffre d'affaires, la croissance du quatrième trimestre atteignait 14%. Mais Paycor y contribuait à hauteur de 8% globalement, 8 points de pourcentage. Sur l'exercice complet, le management confirme que la croissance organique sous-jacente a progressivement accéléré chaque trimestre pour atteindre un taux de sortie à peu près aux alentours de 5 à 6% en fin d'exercice. Ce que la guidance pour l'année fiscale 2027 annonce n'est donc pas une décélération. Non, c'est la révélation du moteur réel une fois que les effets mécaniques de l'acquisition se dissipent. Les 5 à 6% attendus pour 2027, c'est déjà le niveau auquel Paychex croissait organiquement à la fin de l'année fiscale 2026. Donc la question analytique correcte n'est donc pas de pourquoi la croissance tombe-t-elle de 17 à 6%? Non. La bonne question, c'est qu'est-ce que le 4,1 milliards dépensés pour Paycor? Qu'est-ce que les 4,1 milliards dépensés pour Paycor ont réellement acheté?
si l'on constate que la croissance organique de Paychex reste structurellement autour de 5 à 6%. Donc la réponse se lie dans la structure du marché HCM. Et c'est là que l'analyse devient plus exigeante, parce que là, on va parler du secteur. Pour mieux comprendre pourquoi plus haut l'acquisition manani nanana, il faut comprendre comment le secteur fonctionne. C'est la macroéconomie des stock pickers. Le marché de la paix et des ressources humaines aux États-Unis n'est pas homogène. La taille de l'entreprise cliente, j'ai bien dit la taille de l'entreprise cliente, le segmente d'une façon qui détermine entièrement les dynamiques concurrentielles. Les très petites entreprises de moins de 10 salariés font face à des acteurs plus simples, un peu, et peu chers généralement, un peu comme la compagnie qu'on appelle Gusto. OK? Les PME, qui ont à peu près entre 10 et 500 salariés, constituent le terrain naturel de Paychex depuis à peu près 50 ans aujourd'hui. Les entreprises moyennes, supérieures à peu près aux alentours de 500 à 5000 salariés, représentent le domaine de prédilection de Paycor. Donc Paychex fait quoi? On monte, right? Et les grandes entreprises, au-delà du territoire de 5000 employés, etc., c'est à peu près le terrain de chasse ici de Workday, SAP, Adeper Enterprise. Donc, chaque segment porte ses propres barrières à l'entrée, son propre niveau de prix et son propre pouvoir de rétention client. Rappelez-vous ce que j'ai dit plus haut. La compagnie qu'on appelle Paycor sert des clients qui ont besoin de services un peu plus complexes. Et les services sont plus complexes parce qu'il y a plus d'employés. Donc, ce que Paychex a acheté avec Paycor, ce n'est pas d'abord des revenus supplémentaires. Non. Excusez-moi. Les aléas du direct. C'est avant tout une présence dans un segment où le revenu par client est structurellement plus élevé, où les contrats s'inscrivent dans la durée et où la décision d'achat repose sur des critères d'évaluation rigoureux. Donc, c'est un repositionnement stratégique ici vers le haut du marché, dont les effets sur la capacité de Paychex à générer de la croissance organique durable se mesurent sur plusieurs exercices et non sur un seul trimestre de manière générale. La preuve de l'intégration actuelle a créé de la valeur. La preuve de l'intégration à créer de la valeur réelle ne se lie pas uniquement en regardant le chiffre de croissance de 17%. Elle se lie dans le fait que les synergies de coûts ont dépassé les objectifs initiaux. Right? Allez-y voir. On s'attendait à faire des économies de coûts de 80 millions. On est à 100 millions. Ça pourrait même être plus loin, plus gros que ça. Et très souvent, quand une entreprise fait l'acquisition d'une autre, elle a tendance ici à survendre les synergies. Faites attention. Donc, comme je l'ai dit ici, la preuve de l'intégration à créer de la valeur réelle ne se lie pas dans le fameux 17% ici. Elle se lie plutôt sur le fait ici sur le fait que les synergies de coûts ont dépassé les objectifs initiaux. Elle se lit dans l'accélération organique progressive trimestre après trimestre. Elle se lit dans le taux de rétention client record enregistré sur les activités ASO et PEO. Ne me demandez pas la traduction. Si vous vous intéressez à Paychex, vous allez trouver ces termes-là. Allez chercher. OK? Donc, ce qui reste ouvert, et c'est l'enjeu analytique central ici pour l'année fiscale 2027, c'est la question de savoir si Wise peut déplacer ce plafond de croissance organique. Si booster cette croissance organique-là. Wise est la plateforme d'intelligence artificielle que Paychex a lancée sur l'ensemble de ses produits et de ses opérations internes à la clôture de l'année fiscale 2026. Donc, l'entreprise revendique aujourd'hui à peu près 500 fonctionnalités alimentées par l'IA déployées sur ces plateformes. Donc, la promesse de Wise, elle est simple et précise. Augmenter le revenu par client en identifiant les opportunités de vente croisée avant que le client ne les formule. Ensuite, améliorer la rétention par une réponse proactive aux signaux de départ et élever la productivité des conseillers de façon à servir davantage de clients avec les mêmes effectifs. Si ces mécanismes fonctionnent à l'échelle de 800 000 clients de Paychex avant l'acquisition, la croissance organique pourrait structurellement dépasser le plafond historique de 5 à 6%. Et le segment mid-market nouvellement acquis via Paycor constitue donc le terrain le plus fertile pour tester ce potentiel. Mais ça n'engage que moi, c'est ma thèse, et ce n'est pas encore un fait.
Et c'est exactement là où l'investisseur sans cadre d'analyse se retrouve bloqué. Parce que pour évaluer sérieusement si Wise peut tenir cette promesse, il faut d'abord savoir comment le marché HCM fonctionne réellement de l'intérieur. Qui sont les acteurs à chaque segment? Quelles barrières à l'entrée protègent chaque niveau de marché? Où se trouve le profit pool réel? Pourquoi un client de 2000 salariés prend-il sa décision d'achat différemment d'un client de 50 salariés, 10 salariés ou bien 5 salariés? Et à quel endroit précis de la chaîne de valeur technologie, de la chaîne de valeur, la technologie peut-elle créer un avantage différenciant durable plutôt qu'un avantage temporaire que tout concurrent pourrait répliquer? Sans cette cartographie globale ici, WISE, c'est un mot dans un communiqué de presse. Donc, avec elle, donc en ayant à peu près cette cartographie-là, c'est une hypothèse qu'on peut tester contre la réalité du marché. Quel chiffre? Quoi regarder? On s'attend à quoi? Alors, voici la vraie question à poser avant de se former un jugement sur la compagnie qu'on appelle Paychex. Est-ce que vous savez comment le marché HCM est structuré de façon suffisamment précise pour évaluer si 5 à 6% de croissance organique représente le plancher ou le plafond d'un business en transformation? C'est en termes de probabilité. Parce que si la réponse est non, vous ne pouvez pas encore porter de jugement sur la valeur de l'acquisition de Paycor, ni sur le potentiel de Wise. Parce que comme je l'ai dit ici, très souvent, on va regarder un business, on s'assoit, on dit « Ah, croissance, bénéfices nets, regarde les bénéfices accroît depuis 400 ans, dividendes élevés, etc. » On ne fait pas ça ici. Ici, on est là pour comprendre. On veut aller en profondeur. Pourquoi? Parce que une fois qu'on comprend, on est plus à l'aise à renforcer ou bien on est plus à l'aise à bazarder l'action de manière générale pour passer à autre chose. Mais ça passe avant tout par la compréhension. Et les chiffres vous permettent uniquement de déterminer si l'entreprise mérite votre attention ou pas. On a tous 24 heures dans une journée. Alors, il faut être très efficient, il faut être très intelligent quand on utilise ce 24 heures-là. Il faut être le plus efficient possible. Et donc, c'est exactement ce que le prompt dénommé « Comment est organisée cette industrie ?» force à construire méthodiquement. Ce prompt guide la cartographie complète d'un secteur. OK? Donc, les types d'acteurs à chaque niveau de marché, les barrières à l'entrée par type de joueur, comme on va le voir tantôt tout à l'heure, les tendances de consolidation et l'importance relative de chaque segment dans la chaîne de valeur. Appliqué au marché de HCM, par exemple, il transforme la question qui est, disons ici, de savoir est-ce que Wise peut accélérer la croissance? Cette question-là, quand on applique le prompt en question, ça transforme cette intuition-là. Enfin, la question ici, je voulais dire la question en question, excusez-moi du terme, hein, ce sont les aléas du direct ici. OK? Donc, ça transforme à peu près cette intuition ici en une analyse structurée avec des critères précis de validation. Donc, le fait que, est-ce que Wise peut accélérer la croissance? OK, c'est bien, mais ça reste une intuition. Mais sur quoi est-ce qu'on va se baser? Quelles sont les métriques qu'on va aller regarder? Pourquoi est-ce qu'on pose même ce... Enfin, même pas pourquoi est-ce que... Mais quels sont les déterminants... Enfin, les métriques que je devrais avoir en tête ici pour apprécier l'accélération ou pas de ce segment-là. Donc, parce que dans un marché à forte fragmentation et à switching cost élevé comme celui de la paie et des ressources humaines, ce n'est pas la croissance affichée qui révèle la qualité d'une acquisition. Faites très attention. C'est plutôt la structure du marché qui détermine si cette croissance est défendable. Et donc, le prompt en question se retrouve dans la bibliothèque de Prompt Premium qui finance notre projet. Vous avez vu, j'ai remercié tous ceux qui nous ont permis ici d'atteindre le palier des 11%. Et il faut probablement le dépasser dans les jours à venir. Rappelez-vous, demain, le 26 du mois de juin, avec cet élément-ci. Vous avez ici le zéro complaisance ici. C'est à peu près un prompt qui vous permet... Enfin, voilà l'explication un peu plus haut. Le zéro complaisance ici, c'est un prompt que je vous ai donné ici pour vous permettre de mieux... Je dis bien un prompt qui vous permet ici de mieux adapter les réponses que le LLM va vous donner afin d'augmenter la confiance de manière générale. OK? Parce qu'un LLM est fait pour vous raconter quelque chose qui ressemble à la vérité. Nous, en tant qu'investisseurs,
On veut éliminer le plus de bruit possible afin de se concentrer sur le signal. Maintenant, revenons aux barrières à l'entrée quand je lance ce prompt en question. Donc, le prompt dénommé le prompt dénommé comment est organisée cette industrie au niveau des barrières à l'entrée. Ben, tu obtiens ceci. OK? Degré de consolidation, nature de la concurrence, principale barrière à l'entrée, blablabla. Et ça, c'est juste le premier jet. C'est-à-dire ici que j'aurais pu demander une variation différente ici, ou bien de mieux expliquer ces différents éléments, ou bien faire une double vérification derrière. OK? Donc, vous avez la réponse ici. Allez-y voir ce qu'il vous raconte. C'est un segment dans ce prompt-là, qui est assez long d'ailleurs, mais à la finalité, c'est qui vous permet de mieux comprendre l'industrie dans laquelle vous mettez les pieds, les amis. Si vous ne comprenez pas l'industrie, n'investissez pas sur la compagnie, aussi simple que ça. Si vous faites de l'analyse fondamentale, bien sûr, parce que si vous faites autre chose, ça, c'est libre à vous. Maintenant, parlons des chiffres, qui est la partie la plus facile ici, ok? Alors, si on parle des chiffres, ça donne quoi en termes de chiffres en date d'aujourd'hui? Si on prend une entreprise comme Paychex, croissance des revenus, blablabla, c'est très bien. Marge brute, premier niveau de pricing power. Niveau 1, c'est la stabilité. Niveau 2, c'est la croissance. Magnifique, on a une croissance de la marge brute. Ensuite, marge brute, c'est bien, mais est-ce que la marge EBITDA a tendance également à suivre la tendance de la marge brute? Même chose, croissance. Magnifique. Donc, on peut voir ici que c'est un business très, très stable avec un pricing power. À partir d'ici, c'est une entreprise qui va m'intéresser. Pas besoin d'aller regarder ROIC, machin, truc, parce que le ROIC, je connais des entreprises qui ont un ROIC de 10%, mais avec des avantages concurrentiels stables, durables et en croissance. OK? Ici, on va vous dire la 0, mais c'est pas pour qu'il met 0. Disons full year ici. Parce que je pense qu'il est encore en train de récalculer par rapport aux nouvelles informations. C'est pour ça qu'il vous met ça. Mais vous voyez ici que la marge brute diminue, le ROIC diminue. On va se dire que ça veut dire quoi? L'avantage concurrentiel en que de diminuer? Non, parce que dès le moment où vous connaissez comment est calculé le ROIC, vous pouvez mieux réfléchir. Donc faites attention quand on vous raconte tout et n'importe quoi sur Internet. Concentrez-vous sur ce qui compte réellement. OK? Donc maintenant, posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Maintenant, on regarde quoi? Marge des free cash flow. Sur les compagnies comme... Non, je ne le dirai pas. Dans ce secteur d'activité, il y a des particularités dans certains secteurs comme ADP. Puis ça ne me coûte rien du tout. ADP a tendance à garder énormément de cash au niveau du cash flow testament. Et donc, le free cash flow est souvent biaisé. Il faut le recalculer. OK? Ce n'est pas forcément la même chose par rapport à Paychex. Les marges brutes, les marges et free cash flow sont stables. C'est du papier à musique, c'est simple. C'est la même chose année après année. Vous pouvez prendre une marge nette, vous pouvez prendre ici une médiane. Ensuite, quand on prend les marges nettes ici, est-ce que les deux racontent la même chose? Vous voyez que marge de free cash flow est légèrement plus élevée. OK. Bon, on va se dire que, est-ce qu'on a le stock-based compensation? Vous faites ce que vous voulez avec. On est là juste pour faire le constat. C'est du 2%. Donc, dans les marges de 36% ici, de 33%, tu enlèves 2%, etc. pour les SBC ou pas. C'est comme tu veux. Dette nette sur EBITDA. Vu qu'on a fait l'acquisition dernièrement ici sur EBITDA, est-ce qu'on peut rembourser la dette en moins de 5 ans? 1. Facile. Dette nette ici du point de vue volume. Qu'est-ce que ça donne? 3,4 milliards. Pour une entreprise qui rapporte combien? 2 milliards. On rembourse la dette en moins de 2 ans. Donc, ça ne sert à rien que je prenne ça ici. Elle a les moyens de payer la dette littéralement. OK? Elle a toujours eu du cash flow négatif. Donc, elle a toujours eu plus de cash que de dette. Qu'est-ce qui pourrait vous encourager à détester cette compagnie? Vraiment. Parce qu'on n'avait pas parlé du dividende, etc. Vous allez tirer la conclusion que vous voulez derrière. Nous, ici, on veut faire du stock picking sérieusement. Le dividende, c'est très, très bien. Mais ce n'est pas ça qui nous permet, ce n'est pas ça qui nous pousse à acheter une entreprise. OK? On veut d'abord se rassurer que les fondations sont solides. Parce que si les fondations ne sont pas solides, le dividende ne sert à rien. Donc, ce business, si on va payer ça à combien de fois les bénéfices? 20 fois les bénéfices. OK? À 20 fois les bénéfices ici, c'est un business prévisible, 90%, 100% du temps ici, les années font de bonnes prévisions. Ici, on peut regarder les forecasts et les attentes ici. Est-ce qu'on est de plus en plus optimiste, pessimiste? Donc, bon, les attentes de 2023 ont nouvellement été émises. Donc, à prendre avec des pincettes, les amis. Attention, attention. Mais ça reste un business assez prévisible de manière générale. 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près 127 $ l'action. J'arrondis à 127 $ l'action. Ce qui veut dire que quand je vais dans ma watchlist, et que je cherche la compagnie qu'on appelle Paychex, je vais mettre comme target price 127 $ l'action. Et je rappelle que c'est une entreprise qui est en croissance, majoritairement organique. Elle fait également certaines acquisitions. En supplément de ça, elle est dans un secteur d'activité très où les barrières à l'entrée sont très élevées.
parce qu'elles sont surtout réglementaires. OK? Donc, je viens ici et elle peut augmenter les prix. Donc, elle peut avoir des marges nettes de plus en plus élevées. Je cherchais Paychex. Donc, P, ça va être plus bas. Donc, OPQ, OK. Paychex. Voilà. Est-ce que ça se retrouve ce truc-là? Paychex. Voilà. Donc, on était à quoi? 126? Bon, c'était la dernière fois, c'était la même chose. Hein. Ça n'a pas trop changé ici. On était à peu près au mois de mars 2026. Voilà. Donc, j'ajuste en conséquence. Je mets juste la date d'aujourd'hui pour dire que je suis à peu près au niveau du même prix que précédemment. Et je vais mettre ici X20 les FCF X1 BNF de 2,028. C'est bien ça, 2,28 ou 2,29? Ouais, c'est ça, 2,28. So, pour moi, vous connaissez la conclusion. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Paychex mérite une attention particulière au prix actuel. Intéressez-vous à la taille du marché. Intéressez-vous sur les prêtez attention aux différents acteurs. Workday également, ça peut être intéressant à aller regarder. Je pense qu'elle a dû avancer sur les derniers jours ici. Mais Workday, pourquoi pas? Bon, si j'ai le temps ce week-end, je vais peut-être lire 2-3 choses sur Workday. Après, je pense que j'aime déjà commencer à... J'ai commencé quelques notes il y a plusieurs semaines ici, mais bon, j'ai juste décroché ici. Mais Workday, ça pourrait être intéressant. D'accord? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait plaisir. N'oubliez pas, les amis, à partir du 26 du mois de juin, on a un plus 50% sur... Je n'ai pas dit moins, j'ai dit plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se termine. OK? Ceux qui viendront demain, ne vous dites pas que non, je ne savais pas. De toute façon, tout ça sert à financer la bibliothèque de prompts. Et les prompts en question vous permettent d'accélérer, d'approfondir vos connaissances sur les entreprises en posant les bonnes questions. Posez les bonnes questions, vous aurez toujours les bonnes réponses. Vous avez des questions par rapport aux prompts, etc. Posez-les dans le groupe School aux personnes qui les utilisent déjà, également à moi. OK? Et pour les autres ici, récupérez le zéro complaisance machin truc là. Et vous mettrez ça comme prompt système. Je l'ai expliqué sur la vidéo concernant... comment on appelle ça, la vidéo concernant Micron Technologies. Oui, elle est grande, la vidéo est longue, etc. Mais voilà, ceux qui veulent apprendre, ne regardent pas la durée. D'accord? Pour le reste ici, allez continuer à regarder les shorts. Merci, au revoir.